enregistrer dans Après, je disparais. Ah, c'est mieux. Et donc là, on enregistre. Bon, je te présente très rapidement enfin, ce que j'en connais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce séminaire. Ça faisait un moment qu'avec Emmanuel Cibeux, on voulait t'inviter parce qu'on voyait un petit peu les travaux et qui correspondent tout à fait à la thématique du séminaire, hein, chiffrer et déchiffrer les empires. Tu participes à un ERC qui est dirigé, encadré, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, mais par Samuel Coguet à l'université de Gand. Bon, et c'est un travail dont tu vas nous présenter une toute petite partie, hein, sans doute. Mais voilà, ça fait 2 ans que tu es post-doctorante ou 1 an, je ne sais pas. 8 mois? Ah oui, dans le cadre de cette ERC. Donc, bon, et voilà. Donc, j'en dis pas plus, hein, peut-être que si, enfin, certainement des petits mots à rajouter, je suppose. Et voilà, donc, quand on commence, on a déjà pris un petit peu de retard. Merci à tous qui êtes là aussi. Merci à vous pour cette invitation et donc pour présenter un travail qui est effectivement tout nouveau, qui est vraiment voilà, dans ses débuts, qui devrait durer 3 ans et qui fait partie d'un projet plus global sur la production animale bovine, en particulier en Afrique du Sud, enfin, en Afrique australe et en Afrique centrale, dirigé par Samuel Coguet. Et moi, dans ce postdoc, je m'occupe plus particulièrement de la question de la consommation des produits bovins, que ce soit le lait, les peaux, la viande essentiellement, à Brazzaville et à Léopoldville. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai traité plus d'archives à enfin, sur Léopoldville, Kinshasa que sur Brazzaville. Et dans le cadre de ce séminaire, je voulais voilà, vous faire un premier état des lieux. Je suis encore dans une approche très macro de la consommation. Vous allez voir, il manque vraiment cette finesse d'appréhension locale à laquelle j'espère arriver au terme de ces recherches, et notamment par des recherches de terrain. Je devais partir à Kinshasa dans 3 jours, mais évidemment, avec l'actualité politique, c'était un petit peu retardé. Alors, donc je vais vous présenter ici une sorte de chiffre de la consommation urbaine de produits bovins dans les années 50. Pourquoi les années 50? Parce que c'est un moment où, comme je vais essayer de vous montrer, il y a une appréhension un peu plus diverse et plus différente de ce chiffre de la consommation, malgré un aveuglement aussi pour la consommation africaine qui court depuis des décennies. Alors, je m'inscris dans une histoire de la consommation urbaine, une consommation qui est vraiment un impensé de l'administration coloniale dans de multiples empires, hein, si ce n'est peut-être en Afrique australe où des études importantes comme celle de Timothy Burke ou encore le programme de Iva Pessa et de Robert Frost qui s'intitule From Muscat to Nokia dans les années 2000 avaient essayé vraiment de mettre en valeur l'importance des sociétés, par exemple, de publicité en Rhodésie, les démarches d'anthropologues ou d'instituts pour la consommation en Afrique du Sud qui ont, comme ça, dès la seconde moitié du XXe siècle, et voire même avant, essayé d'identifier quelles étaient les pratiques de consommation africaines. Donc voilà, il y a une historiographie très riche et très intéressante qui existe sur l'Afrique australe, mais qui n'a pas vraiment d'équivalent ailleurs. Et sur l'Afrique centrale, il existe, en particulier pour les consommations alimentaires urbaines, une littérature sur la question de l'approvisionnement, qu'on peut retrouver donc, par exemple dans les études de Pierre Vénétier, celle de Boussins, qui en fait n'a pas une approche d'agronome, hein, ce sont des ingénieurs agronomes dans les années 80 qui étudient l'approvisionnement de Kinshasa, et le travail de Jane Gaillard qui a porté sur le Cameroun, et sur l'approvisionnement Yaoundé, qui offre des points de comparaison très intéressants.
C'est vrai qu'on pourrait ajouter à ça, et je ne l'ai pas noté ici, l'existence d'une littérature importante sur la question de la nutrition au Congo belge, et notamment les travaux vraiment complémentaires dans lesquels je m'inscris, de Raph Debon, qui lui parle de la période plutôt post-coloniale et de l'intérêt pour la nourriture, enfin, l'approvisionnement en produits de chasse, qui va prendre son essor dans les années 60. Et avant ça, l'article de Patricia Van Schussenburg, je suis désolée de ma prononciation, elle, a travaillé plutôt sur l'intérêt dans les années 50 pour le poisson comme une source de protéines. Voilà. Donc, il existe ces champs historiographiques très riches, et là, ici, ben, j'inscris cette consommation de produits bovins à l'intérieur de ces différents champs, mais avec ce questionnement vraiment tourné sur la consommation, sur la question de la consommation qui me semble être voilà, pas tellement abordée. Et un peu, voilà, il y a une minoration à l'époque coloniale de cette consommation et qui existe encore aujourd'hui quelque part dans l'histographie sous la forme peut-être d'une non-appréhension du fait que les consommateurs peuvent avoir aussi exprimé des choix, fait des stratégies de consommation, opérer des stratégies de consommation qui vont dicter le recours ou non à des importations de lointaines ou au contraire à des approvisionnements locaux. Ce qui est à l'origine de ma question, donc comment dans un contexte de minoration des consommations africaines peut-on reconstituer l'importance et la diversité des choix alimentaires? Évidemment, qui dit minoration des consommations africaines dit aussi non-comptabilité, c'est-à-dire ici, voilà, un enjeu vraiment de source, de dire comment est-ce qu'on peut retrouver une idée de cette consommation africaine, sachant qu'elle est minorée et peu explorée en tant que telle. Est-ce qu'on peut ici, moi je voudrais y répondre en ayant recours voilà, à un autre champ historiographique qui est celui du lien entre les consommations africaines et le monde. Une historiographie qui est très riche pour la période précoloniale, en réalité. Voilà l'article de Richardson sur le commerce transatlantique qui a montré l'importance des consommations élitistes en Afrique, celui de Jeremy Prestol sur la consommation en Afrique de l'Est. Voilà, donc une historiographie très riche qui montre l'importance des choix africains dans, par exemple, l'industrialisation de Salem aux États-Unis, de Bombay en Inde, mais qui n'a peut-être pas d'équivalent voilà, pendant la période coloniale, sauf ce livre de Jeremy Rich, les accents sont en trop, je crois, A Workman is Worthy of His Meat, qui est une étude sur le Libreville du XXe siècle, dans lequel il montre l'importance à Libreville de la consommation de produits importés, du riz vietnamien dès les années 20, du poisson de Pointe-Noire, la livraison de viande réfrigérée par avion, mais sans toutefois en donner des estimations numériques. Pour le terrain qui m'intéresse, l'espace de recherche que je travaille, on peut rappeler aussi que voilà, c'est ce qui a été, on a appelé le Stanley Pool, ensuite le Malebo Pool, qui est la zone d'implantation de Kinshasa, c'est un carrefour commercial depuis des siècles et qui se retrouve, enfin, un carrefour renouvelé au XXe siècle par l'importance des connexions maritimes, mais et bientôt des connexions aussi aériennes. Donc, pour illustrer ça, je vous ai voilà, fait un petit schéma des compagnies maritimes qui desservent à ce moment-là Léopoldville via ses ports de Matadi et Goma. Marshall Bliss qui emprunte ensuite la voie routière ou la voie ferrée pour atteindre Léopoldville. Léopoldville qui est d'ailleurs desservi dès 1948 par un service de frais direct de livraison de marchandises en provenance de la métropole. Voilà, donc c'est un espace largement connecté qui donc s'inscrit dans ces circulations internationales et le recours aux importations extérieures qui sera donc aussi une forme de réponse, ici pour moi, un espace où on peut voir se diversifier cette consommation africaine. Louise, est-ce que tu peux avancer C'est parce que tu nous parles d'un schéma. Absolument. Alors, je suis désolée. Je sais pas comment. Ouais,
Non, alors ça va peut-être être sur le clavier. Voilà, Ah, voilà. voilà, Alors, je suis super. désolée, vous avez raté la présentation. Donc on va prendre le... Ah oui, parce que l'orthographe des personnes que tu as évoquées, là, des Oui, auteurs, c'est vrai que c'est important. voilà. Je vous remets, enfin, je peux vous communiquer le PowerPoint aussi, donc je vous Ah oui, ça je veux bien. les Oui. références. Et Ok. pardon, ce schéma de connexion maritime dont je vous ai parlé. Excusez-moi. Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre si ça se reproduit à nouveau, si je un décalage entre le support et la présentation. Et on mettra le support avec le lien d'enregistrement. Ok. Le lien, il devra apparaître. Alors, donc, je me propose de faire ça grâce enfin, voilà, à une diversité de sources qui seront croisées. Donc, d'abord en utilisant les sources du service vétérinaire de la colonie, issues du fonds RACCB aux archives générales du Royaume, qui abordent les statistiques de la production, de l'abattage et de l'importation de viande. Je me suis servi aussi des services agricoles, le fonds agriculture, qui parle, lui, de la régulation des prix et des politiques d'approvisionnement. Et puis, des cartons qui seront un peu importants justement dans cette présentation, issus du ministère de l'économie, d'un fonds services généraux qui aborde les données douanières et la question des législations douanières. En particulier, par exemple, la concurrence avec le Portugal, l'Angola voisin. Alors, voilà, en utilisant ces différents fonds, en essayant de comprendre les logiques de production des chiffres de ces différentes institutions, que dans cette présentation, j'essaye de mettre en valeur cette consommation différenciée, dont je pense qu'elle est en fait systématiquement sous-estimée dans les sources, mais c'est par la combinaison de ces différentes productions chiffrées qu'on peut déjà avoir une première appréhension un peu macroéconomique des formes de consommation, surtout de viande à l'Europe. Alors, en commençant d'abord par l'approvisionnement, par la question du service vétérinaire, qui est donc l'agent principal de production des chiffres sur l'approvisionnement en viande bovine à Léopoldville. Un service vétérinaire qui a a priori des fonctions assez claires, une fonction sanitaire et une fonction économique. Ce service vétérinaire, il n'est pas existant tout au long de la période coloniale. En témoigne l'intermittence des rapports spécifiquement élevage vétérinaire dans les rapports agricoles. En particulier, enfin, il commence à y avoir une régularité de ces rapports dans les années 30 et très certainement dans les années 50, où là, ils sont systématiques, consistants, avec beaucoup de données chiffrées. Et cela s'explique notamment par le fait que, comme beaucoup de services coloniaux, c'est un service sous-doté. En tout cas, les vétérinaires se plaignent sans arrêt de l'importance de leurs tâches et du faible nombre de personnes qui y sont allouées. En exemple, en 1941, ils sont 3 vétérinaires et 2 assistants infirmiers pour couvrir l'intégralité de la région de Léopoldville, qui est plus grande que la carte que vous voyez ici, hein, qui inclut des régions plus importantes à l'est, mais je me suis centrée sur les principales zones de localisation des vétérinaires. Et en 1956, ce service est étoffé avec 5 auxiliaires recrutés et 3 gardes vétérinaires africains qui viennent en supplément des vétérinaires européens présents. Leurs prérogatives incluent alors la surveillance des troupeaux, notamment pour la vaccination, hein, c'est le sens de cette image que vous avez à droite. Le contrôle des abattoirs, et en particulier les méthodes d'abattage et le contrôle de la qualité de la viande à la sortie, et le contrôle des denrées alimentaires à l'importation. Et donc, c'est ces 3 tâches qui justifient la localisation des vétérinaires dans la province de Léopoldville,
dans les années 50, tel que vous le voyez sur cette carte. Vous avez par exemple une présence, voilà, les vétérinaires sont présents à Boma et Matadi parce que ce sont les deux principaux ports d'importation et donc s'y trouve voilà, un contrôle des marchandises à l'importation, tout comme à Léopoldville aussi, un certain nombre de marchandises vont être contrôlées à Léopoldville. Les vétérinaires, donc c'est les V, hein, les V sombres qui sont les vétérinaires publics et les V verts qui sont les vétérinaires privés qui sont employés par les grandes compagnies, les grandes fermes bovines. Vous avez aussi des vétérinaires à Tilleville, en fait c'est proche de Colo, où se trouve l'importante exploitation de John Van Lanker, mais aussi à côté celle de Kissantou, où se trouvent les grandes exploitations menées par les jésuites. Voilà. Et donc cette carte, elle représente les impératifs de contrôle sanitaire, à la fois la proximité avec les grands élevages, la localisation sur les abattoirs, ce sont les petites maisons rouges ici sur cette carte, et en même temps le contrôle des importations au niveau des ports. Mais en réalité, ces fonctions vétérinaires recouvrent aussi d'autres missions bien plus concrètes qui ont trait en particulier à la planification des approvisionnements pour pouvoir aux rations des travailleurs. Alors, on peut rappeler que dans le contexte des années 1920, au Congo belge, une politique de stabilisation est mise en place qui consiste, en fait, qui est une espèce de réponse à la mortalité élevée des travailleurs dans les conditions de travail, dans les usines, dans les mines, dans les industries mises en place. Et donc, cette politique de stabilisation, elle consiste, voilà, c'est une espèce de changement un peu paternaliste qui consiste à pourvoir à de meilleures conditions de vie pour attirer une main-d'œuvre africaine qui, en fait, est très réticente à s'engager. Et un des éléments de cette stabilisation, c'est la création d'une ration qui inclut spécifiquement une proportion de viande ou de poisson dès 1920. Et à partir de 1930, on parlera plutôt d'une ration de protéines. Donc, voilà, c'est assez théorique, ça permet de nombreuses substitutions, mais c'est dans le cadre de cette législation que l'introduction de viande qui n'est pas seulement de la viande bovine, hein, qui peut inclure aussi de la viande de chasse, va rentrer dans les rations et dans les consommations. Et donc les entreprises belges présentes au Congo doivent évaluer leurs besoins de consommation en viande. Voilà, il est dit spécifiquement dans les rations que 100%, enfin 100 grammes de la ration doivent être constitués de protéines, ce qui va permettre aux entreprises, en fonction du nombre de travailleurs qui travaillent chez elles, de calculer voilà, un volume de protéines sous la forme de viande, de poisson ou de viande de chasse qu'elles doivent produire, qu'elles doivent amener pour leurs employés. Alors, cette législation, elle est, bon, effectivement, en tout cas, l'administration va essayer de renforcer son application, hein, même si ce n'est pas toujours le cas. Et on peut en voir une trace, par exemple, dans ce document qui est à droite, qui est une réponse à un questionnaire de l'administration coloniale en 1947 auprès des industries belges pour savoir quelle est la proportion, quelle est la composition de la ration qui est distribuée aux travailleurs. Et ici, c'est la réponse des usines textiles de Léopoldville qui rendent compte de l'existence de 4 rations différentes qui sont pourvues aux travailleurs, parmi lesquelles l'une d'entre elles comporte de la viande fraîche et l'autre de la viande dessalée, qui peut à nouveau être de la viande bovine, mais aussi encore de la viande de chasse. Donc voilà, cette provision, elle existe. Elle est relativement, en tout cas de plus en plus surveillée, comme ici, à partir de la Seconde Guerre mondiale en particulier. Et c'est ce qui justifie
la production, donc pour les services vétérinaires, de chiffres importants sur la production locale de viande. Alors, ces rapports vétérinaires, comme je vous le disais, ils comportent une comptabilité assez précise du nombre de bovins par troupeau et par exploitation voilà, agricole. Comme vous l'avez, donc c'est ce document qui est au-dessus, qui recense ici les grands élevages de Provence de Léopoldville, parmi lesquels voilà, les trois plus gros, on retrouvera, je vous en dirai un mot, John Van Lancker, Profrigo et Kissantou, qui sont les trois plus gros fabricants, producteurs. Et le service vétérinaire contrôle effectivement la croissance de ces troupeaux. Ce qui est très important pour eux, c'est de montrer que progressivement, la croissance de ces troupeaux et la proportion qui va aller à la boucherie est en croissance continue sur ces années-là. Et les rapports sont vraiment écrits dans ce sens-là, montrer à l'administration que très bientôt, on va réussir à satisfaire tous les besoins en consommation bovine à Léopoldville grâce à la production locale. Et effectivement, cette croissance, bon, elle est assez lente au début, mais elle s'accélère dans les années 50, où vous voyez qu'elle est multipliée par 2. Alors c'est un petit peu superficiel, parce qu'en 59, les chiffres incluent aussi la production locale, mais qui n'est pas la province du Congo, qui vient du Kasaï et du Katanga. Voilà, alors, donc ce premier objectif des vétérinaires, c'est pourvoir à cette réquisition de nourriture importante pour les rations, qui vient à l'appui de cette politique paternaliste. Et un deuxième but tout à fait pragmatique et assumé, ça va être aussi le soutien à la politique agricole en faveur des colons, et notamment les élevages européens. Alors, je reviendrai là-dessus, mais l'approvisionnement en viande bovine, quand il est instauré en 1920, il mène aussitôt à une importation de viande bovine, parce qu'il n'y a pas de production locale, en particulier dans cette région, une production infime, puisque voilà, on est dans une région qui ne se prête pas écologiquement à la production bovine. C'est une région touchée par la mouche tsetse, la trypanosomiase animale. Et donc, au début, en 1920, il y a très très peu d'élevage, mais l'administration coloniale va tout faire pour promouvoir une politique de substitution aux importations dès les années 1920, en favorisant les grands colons qui vont acquérir des terres et développer ces fermes bovines sur lesquelles ils installent des races bovines croisées, en particulier issues de souches guinéennes ou ivoiriennes. Alors, il y avait bien une présence originelle de bovins, notamment autour de, à certains endroits dès les années, alors peut-être dès les années 1880, sur l'île de Mateba, qui est juste à côté de Boma. Je vous remets la carte. Voilà, Boma que vous voyez tout en bas à gauche. Et vous voyez Mateba en petit, qui a été un premier lieu, c'est une île, qui a été un premier lieu d'élevage bovin, notamment pour subvenir aux premières rations des travailleurs sur la ligne de chemin de fer jusqu'à Léopoldville, donc dans les années 1880. Il y a eu aussi des premiers essais, des premières stations d'élevage, notamment à Kitobola, autour de Tizville. Mais le vrai développement, voilà, le moment d'installation des grosses exploitations, c'est plutôt les années 1920, avec la présence l'installation de trois acteurs importants, que sont la compagnie des produits, qui va racheter l'île de Mateba et sa production,
Van Lancker, qui s'installe à Colo en 1920, en 1923 et qui va faire venir, lui, des viandes, pardon, des vaches angolaises. Je crois qu'il a sa souche, c'est des souches angolaises. Et la station de Kitobola, que vous avez vu, qui va elle aussi être rachetée par la PAC. Donc, trois acteurs, voilà, trois grandes sociétés qui vont se développer pour pourvoir à ce besoin, cet approvisionnement de viande. Sauf que c'est une production qui, en fait, coûte extrêmement cher, notamment par l'emploi de salariés européens qui grèvent le budget de ces exploitations. Et c'est ce qui explique que l'administration va soutenir, subsidier quelque part cette agriculture coloniale en lui garantissant un prix de revient pour ces viandes. Donc, à titre d'exemple, le kilo de viande qui sort des exploitations de Bakongo est vendu 38 francs le kilo contre la viande importée, par exemple, du Tchad, qui, elle, en valait 32 ou 34, et celle d'Afrique du Sud, qui en valait 25 à la même époque, en 1957. Donc, il y a une entente entre l'administration, le service vétérinaire et les producteurs de viande pour écouler la viande locale à un prix, enfin, en tout cas pour que cette viande soit vendue à un prix très élevé aux sociétés belges, mais aussi sur les marchés. Et comment l'administration concilie-t-elle cela avec la nécessité de pourvoir quand même une large provision de viande? Eh bien, il y a une combinaison. L'administration à la fois importe, continue d'importer d'autres pays de la viande moins chère et la combine avec la viande locale. Et ce sont les bouchers, les revendeurs qui finalement équilibrent les prix. Ils achètent une viande locale très chère et une viande importée beaucoup moins chère et ils la vendent à un niveau médian aux gens qui le fournissent. Alors, une troisième mission de ce service vétérinaire, c'est le contrôle des qualités et des prix des denrées alimentaires d'origine animale, mais un contrôle sanitaire qui a aussi tout de suite une ambiguïté, puisqu'il est en fait très lié à cette politique protectionniste vis-à-vis de l'agriculture locale. Je dirais aussi que c'est une politique sanitaire qui a tendance en fait à conforter la ségrégation des marchés de consommation entre une consommation africaine et une consommation européenne, ce que je vais vous montrer un peu plus loin. Alors, on peut rappeler un peu brièvement, c'est un élément géopolitique quand même important, c'est que on est dans l'espace de la zone conventionnelle du bassin conventionnel du Congo, qui est une zone tarifaire qui a été instaurée dès la conférence de Berlin, qui a été confirmée ensuite à la conférence de Saint-Germain-en-Laye juste après la Première Guerre mondiale. Et cette disposition légale interdit à la Belgique, au Congo, de favoriser les produits belges ou de favoriser un pays sur un autre. Donc toutes les puissances signataires de la Convention de Saint-Germain-en-Laye ont un droit d'accès équivalent à cette zone du bassin conventionnel du Congo qui ne représente pas tout le Congo belge, mais quand même une partie, en tout cas l'intégralité de la province de Léopoldville. Officiellement, la Belgique ne peut pas taxer les importations d'autres pays plus que les siens. Donc c'est difficile dans ce cadre-là d'avoir une politique protectionniste vis-à-vis de son industrie locale quand on ne peut pas dissuader les importations extérieures. Et donc la politique sanitaire va être un outil de discrimination, et en tout cas de choix dans les partenaires de l'importation. Puisque dès 1938, et on verra ensuite à partir de la Seconde Guerre mondiale, à nouveau un système de licence se mettre en place qui permet en fait d'octroyer un permis d'importer à d'autres sociétés étrangères et là de se baser non plus sur un argument économique mais sur un argument sanitaire.
Donc, elle opère un contrôle sanitaire qui va consister à partir de 1938 à demander plusieurs choses, à la fois donc un permis d'importation qui doit être obtenu par les sociétés qui importent des produits bovins à Léopoldville, sauf, enfin, et on verra d'ailleurs que ça dépend quel produit, c'est-à-dire que la viande fraîche et la viande congelée sont soumises à ces permis d'importation, mais que d'autres produits, comme par exemple la viande en conserve, elle n'y est pas soumise. Elle oblige aussi les importations à provenir, enfin en tout cas les importations d'animaux morts à provenir d'abattoirs ou de tueries officielles, ce qui, on pourrait dire, est aussi une manière de dissuader les flux animaux qui ne seraient pas officiels. Et puis, elle demande justement une identification. Cette nouvelle police sanitaire requiert une identification des quartiers de viande. C'est cette application des estampilles de marquage des produits animaux. Donc ici, vous avez un exemple brésilien qui doit accompagner chaque portion de viande qui est introduite sur le territoire. Alors, ce contrôle des origines qui se met en place, il est aussi à lire à côté de la politique de contrôle des prix qui est instaurée au Congo belge. Et ici, je vous ai mis un certain nombre d'arrêtés qui datent des années 1950 sur le contrôle des prix de l'industrie animale à Léopoldville. Des arrêtés qui montrent en fait que cette politique des prix, donc voilà, elle a en fait plusieurs fonctions. Alors, il y a un livre important, Vincent Bonnecase, qui traite de, voilà, les prix de la colère, qui traite de cette question sur la longue durée de la politique des prix mise en place par les gouvernements africains, en particulier bon, pour lui sur le Burkina Faso. Et c'est vrai que c'est un peu en discussion avec ce livre-là que je commande ce tableau, parce que pour lui, la politique des prix, c'est ce qui va faire une forme de gouvernement à bas prix. Au moment où, dans les années 50, les administrations coloniales doivent voilà, montrer un peu patte blanche vis-à-vis de leurs salariés, elles vont tenter de contrôler à la fois le minimum vital, c'est-à-dire ce qui est inclus dans le calcul des salaires des salariés, mais aussi leur pouvoir d'achat par un contrôle des prix des produits mis sur le marché. Et voilà, c'est cette politique, ce qu'il appelle cette politique à bas prix. Mais ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette politique des prix, elle sert aussi, d'une part, à différencier un marché européen et un marché mondial, et aussi à faire des distinctions qui vont bientôt devenir euh, assez imaginaires aussi entre les lieux de production. Alors, on peut passer un peu de temps sur ce tableau qui me semble intéressant. Vous voyez que donc, des premiers critères de distinction des différentes viandes, c'est leur lieu d'origine. L'Amérique du Sud, Angola, Tchad, Angola, Rhodésie du Sud et production locale. Donc c'est voilà, c'est leur lieu d'origine, mais vous voyez que c'est pas que ça, puisqu'il y a par exemple sur l'Angola, il y a une distinction entre Angola avion et Angola bateau, ce qui en fait fait référence au fait que en Angola, vous avez à la fois des lieux, enfin des espaces de production pastorale, on peut dire africains, qui du coup mettent sur le marché des viandes non améliorées, des races bovines non améliorées. Et au contraire, vous avez des ranchs en Angola dans lesquelles vous trouvez des ranchs possédées par les Européens, en particulier une compagnie française de Samades qui a des ranchs en Angola qui commercialisent au contraire des vaches améliorées qui ont été croisées, qui sont supposément qui sont plus carnées, voilà, plus charnues. Donc en fait, derrière cette question des origines, il y a aussi parfois une question de qualité supposée de la viande. Voilà, vous voyez qu'un autre critère de distinction, c'est évidemment les parties de l'animal qui sont commercialisées, avec une différence entre filet, bouillie à l'os, déchets. Et par déchets, on entend aussi
ce qui va être important pour les commerçants, c'est ce qu'on appelle le 5e quartier, c'est en fait la tête, les tripes et les intestins, qui sont aussi l'objet d'une commercialisation. Et puis, un autre critère de distinction important ici, c'est les lieux de vente. Pour qui cette viande est-elle destinée? Les boucheries européennes et les boucheries indigènes. Alors, puisque ces boucheries sont différenciées, et même parfois au sein d'une même boucherie, vous avez deux comptoirs, un pour les Africains et un pour les Européens. Et alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est que qu'est-ce qui passe dans la catégorie de boucherie indigène? Vous voyez que là, il y a beaucoup moins de spécifications sur les types de qualité de la viande, et en fait, toutes les viandes qui sont à gauche sont susceptibles de passer dans les boucheries indigènes à partir du moment où la viande est moins bien préservée, où elle peut avoir été un petit peu, avoir souffert de son voyage, ou alors si elle a été moins bien coupée, etc. Mais ce qui est très intéressant à partir de ce tableau, c'est qu'il y a une tentative de contrôle par la section vétérinaire. Hein. Ce sont les vétérinaires qui passent sur les marchés pour à la fois contrôler les prix de vente, le respect des prix de vente, pour contrôler que ce sont les bons poids et les mesures, les bons poids qui sont mis en place, quand on vous dit qu'on vous vend 300 grammes de viande, on vous vend effectivement 300 grammes de viande. Donc il y a une tentative très importante de contrôle et une ségrégation très forte des consommations. Et en même temps, les premiers échos qu'on a dans les archives, on voit bien que ça ne marche pas, et surtout, cette origine des viandes donne lieu en fait à toute une stratégie des commerçants eux-mêmes pour y contrevenir, notamment le fait que des bouchers vendent de la viande de Rhodésie du Sud, supposée de très haute qualité, proclament qu'ils vendent de la viande de Rhodésie du Sud, alors en fait, ils vendent de la viande d'Angola, et donc ça leur permet de mettre des tarifs exorbitants sur leurs produits et ainsi d'acquérir des marges plus importantes. Et donc l'administration va même imposer, dans les années 50, que les vendeurs produisent un ticket aux consommateurs, aux acheteurs, avec l'origine de la viande, le poids exact qui est vendu. Et force est de constater d'ailleurs que les consommateurs eux-mêmes apparemment ne demandent pas ce ticket. Donc là, il y a vraiment une incompréhension aussi entre le service vétérinaire et les acheteurs eux-mêmes. C'est que cette obsession pour l'origine de la viande qui derrière est encore une espèce de projection, voilà, d'une dimension sans doute un peu raciale aussi de l'élevage bovin, achoppe devant les comportements des consommateurs. Voilà. Donc pour conclure sur cette partie, ce service vétérinaire sur lequel j'insiste depuis cette première partie est effectivement un service qui va développer une responsabilité dans l'approvisionnement des travailleurs salariés, mais exclusivement de ces travailleurs salariés. C'est-à-dire que le but, c'est de pourvoir aux besoins de ceux qui ont une ration qui est inclue dans leur salaire. Et finalement, l'approvisionnement de tous les autres urbains de Léopoldville ne fait pas partie des préoccupations de ce service vétérinaire. On a vu aussi que c'est une politique de soutien à la consommation de cette catégorie très spécifique de travailleurs, qui est en fait considérablement mitigée aussi par le soutien à l'agriculture coloniale. Donc voilà, c'est un peu cette ligne sensible entre à la fois garantir un approvisionnement moins cher possible et le plus accessible aux entreprises belges, et en même temps promouvoir une agriculture coloniale qui, elle, s'avère très coûteuse. Et enfin, c'est un service vétérinaire qui est le garant qui se veut un peu le garant de ces consommations racialement différenciées et de cet ordre social très strict qui oppose dans les consommations supposées indigènes et les consommations supposées européennes. Voilà, alors, pour essayer de sortir, les années 50, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un moment où on sort un petit peu
de ce prisme que j'ai essayé de vous montrer, qui est celui des archives du service vétérinaire, dont je vous ai montré qu'en fait, il avait un but assez circonscrit et qu'il ne rendait pas compte de la variété des formes de consommation, justement parce qu'il est très orienté vers l'agriculture locale et vers la question des ressources. Au contraire, dans les années 50, d'autres services vont développer voilà, toute une forme de chiffrage qui va mieux, en tout cas un peu davantage élargir le prisme de ces consommations à Léopoldville. Je voudrais vous en montrer un exemple. Alors, juste ça, c'est un mot sur le type de document qu'on trouve. C'est vrai qu'il y a en général dans les bureaux, les archives douanières que j'ai consultées pour le moment, il y a en général, évidemment, donc le Congo, c'est un pays d'exportation de produits, de matières premières très importants, aussi bien agricoles que miniers. Et donc, dans les services douaniers, vous avez une traduction un peu de l'importance de ce pays pour son industrie extractive. C'est que les comptes rendus des douanes sont souvent beaucoup, beaucoup plus détaillés sur les exportations congolaises que sur les importations. Parce qu'évidemment, ce qui compte et ce qui va être imposé aussi, c'est les marchandises qui partent à la sortie. Donc ici, c'est cette liste qui est à droite, qui fait le compte voilà, de l'huile de palme, des fibres qui sont extraites du copal, du coton, du cuivre, qui sont sortis par la province de Léopoldville. En revanche, pour les importations, voilà, dans ce relevé qui est communiqué en 1945, vous n'en avez pas le détail des produits importés. Et la seule chose que vous avez, c'est la nationalité du pavillon du bateau qui a apporté ces marchandises. Autrement dit, voilà, un niveau de détail infime pour comprendre ce qui se passe à l'importation. Et donc, pour ce qui va changer un petit peu ça, c'est à partir des années 50, une nouvelle curiosité pour ce qui se passe à l'importation qui va naître d'une préoccupation pour la compétition entre la Belgique et d'autres puissances européennes pour l'approvisionnement du Congo. Alors, je voudrais ici faire un petit recul en arrière. Je vous ai dit tout à l'heure que la production locale bovine, elle était en fait en supplément où elle a été développée pour remplacer d'importantes importations depuis les années 20. Et donc, je fais un petit recul en arrière pour vous montrer l'évolution des flux de produits bovins vers Léopoldville entre les années 30 et les années 50. Donc, pour l'instant, c'est un schéma. Enfin, voilà, je l'ai appelé schéma parce que c'est aussi une estimation. Je n'ai pas encore pris le temps de dénombrer très précisément. Donc, pour l'instant, c'est une vision voilà, un petit peu schématique et sans doute assez inexacte de l'évolution des principaux circuits d'approvisionnement, mais qui mériterait d'être affiné. Donc, ce qui est très sensible, mais ce qu'on voit dès les années 30 dans les rapports vétérinaires, on voit l'arrivée de produits de plusieurs destinations, France et Belgique de manière presque infime, Cameroun et Angola de manière plus significative, mais surtout Union sud-africaine, qui est un pourvoyeur de viande fraîche et de produits de conserve, mais aussi, dès les années 30, des importations qui viennent des États-Unis, du Uruguay, du Brésil et d'Argentine. Donc ça, c'est bien antérieur aux années 50. Et ce qui va se faire dans les années 50, c'est que vous avez une continuité de ces circuits d'approvisionnement, mais il y en a d'autres, des nouveaux, notamment du Tchad, qui devient le principal centre d'approvisionnement pour Léopoldville et Brazzaville. Dans les exportateurs européens, il y a une diversification de ces exportateurs, notamment le Pays-Bas, l'Allemagne occidentale et le Danemark. Et puis, la Rhodésie du Sud aussi, qui devient un exportateur vers Léopoldville. Alors, la Rhodésie du Sud, sa caractéristique, c'est qu'elle a exporté massivement. C'est elle qui a fourni quasiment l'intégralité de la consommation bovine du Katanga
déjà dans les années 20, c'était vraiment très nettement la Rhodésie du Sud, mais ce qui est nouveau, c'est dans les années 50, c'est qu'elle fournit aussi le marché global. Et donc, vous voyez alors ici, je vous ai mis une comparaison entre les chiffres de la production locale dans la province de Léopoldville et la production importée. Vous voyez qu'entre 53 et 59, il y a un rattrapage effectivement de la production locale qui est presque en 59 de l'ordre de 1 pour 1, tandis qu'il y avait un décalage de 1 pour 3 en 1953. Donc, les années 50, c'est ce moment de rattrapage de la production locale et un moindre recours aux importations, même si vous voyez que les importations en général sont quand même en croissance, qui manifeste aussi voilà, une consommation bovine de toute manière qui devient de plus en plus importante dans les années 50 dans la province de Léopold. Donc ces importations, elles étaient quand même sensibles dans les rapports vétérinaires, mais ce qui, voilà, ici c'est un peu une traduction, la traduction chiffrée de ce schéma que je vous ai fait, j'avais souligné en rouge les pays qui sont aussi déjà des gros exportateurs, enfin des exportateurs vers le Congo belge dans les années 30. Donc ceux qui sont blancs, laissés en blanc, sont les pays plus nouveaux. Alors, ce qui se passe, ce changement de perception dans les années 50 qui est à l'origine de la production de ces nouveaux chiffres, c'est, comme je vous le disais, la naissance d'une politique un peu défensive face à l'ouverture du Congo à de nouveaux fournisseurs extérieurs. Et là, je pense qu'on peut rappeler aussi, enfin voilà, je pense qu'il y a eu l'événement de la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle les États-Unis sont devenus des fournisseurs très importants du Congo belge, qui est sans doute aussi, qui va donner lieu sans doute dans les années 50 à cette inquiétude-là. Une traduction très locale, c'est que par exemple la marque Emery de corned beef devient une marque importante. Voilà, une marque importante à Léopoldville et c'est une marque américaine. Et donc ce souci pour la compétition extérieure vis-à-vis du Congo mène à la constitution au sein du ministère des Affaires économiques d'une commission pour l'interpénétration des économies belgeo-congolaises en 1952. Alors c'est une commission qui existait déjà dès 1935, mais qui est réactivée en 1952 et qui va se pencher sur toute une série de produits stratégiques qui connaissent des formes de compétition. Donc, il y a des rapports, voilà, dans cette série d'archives, il y a des rapports sur les industries textiles, sur les industries chimiques, sur les producteurs de lait, où à chaque fois, la commission examine la place de la concurrence américaine, mais aussi la place de la production locale congolaise qui vient concurrencer les importateurs belges. Alors, c'est pour vous donner un exemple sur le textile, dans un rapport de 1956 du Conseil professionnel du textile et du vêtement, les industriels belges rapportent être très inquiétés au Congo par, je cite, les articles américains de 3e ou 4e choix, les vêtements à bas prix vendus par le Japon, Hong Kong et certains pays d'au-delà du rideau de fer. Et puis, le rapport continue aussi que l'industrie locale doit faire face à la concurrence aiguë d'articles presque anonymes, sans nom de producteurs, vendus à très bas prix. Donc, dans le secteur du textile, vous avez aussi quelque chose d'équivalent, qu'on peut retrouver aussi dans l'industrie bovine. En tout cas, c'est mon appréhension pour l'instant, c'est que cette arrivée de produits à bas prix qui viennent de loin, mais qui sont aussi, qui présentent des qualités tout à fait différentes, pose un souci pour les autorités belges. Et je vous ai dit aussi tout à l'heure les inquiétudes qu'a cette administration pour sa politique douanière et le fait qu'elle soupçonne d'autres pays européens d'importer
les biens en Belgique pour ensuite qu'ils soient réexportés au Congo et ainsi de compter comme des biens d'importation belge, alors qu'en fait, ils proviennent d'autres pays. Et de fait, ce qu'on peut noter avec l'exemple de cette citation, c'est que en Belgique, mais aussi dans d'autres pays, l'accélération de l'industrialisation agricole mène à la production importante de surplus pour lesquels les outre-mer sont des débouchés importants. Donc ici, c'est l'exemple de ce rapport d'un vétérinaire, le docteur Guignot, qui écrit à Stenner, l'inspecteur royal des colonies, pour expliquer que la production de viande en Belgique est devenue excédentaire et les services de l'élevage du ministère de l'Agriculture estiment que pour maintenir la rentabilité de l'économie agricole de la métropole, 1/10 de la production doit être exportée. Et là, il compare le coût de la production de viande en Belgique et celui de la production de viande à Léopoldville pour dire donc il y a une marge, on pourrait tout à fait exporter notre viande belge vers le Congo, ça serait rentable. Et ça, c'est quelque chose. Bon, alors, la réalité de ces flux reste encore à voir, mais par exemple, sur la question de la production laitière, le travail de Samuel Pinault sur les exportations de poudre de lait vers l'Afrique de l'Ouest, et en particulier vers le Mali, il a bien montré comment il y a un lien entre cette surproduction de poudre de lait qui est en fait peu consommée en Europe et les exportations massives qui sont destinées à l'Afrique à partir des années 50 et très massivement dans les années 60. Et donc, c'est à l'aune de cette nouvelle préoccupation à la fois pour trouver des débouchés aux industries belges et en même temps contrecarrer les intérêts des autres pays que ces services économiques vont se mettre à produire des tableaux sur les importations congolaises. Et en particulier, on trouve du coup un certain nombre de données sur les importations de produits bovins ou de produits animaux en général, ce qui permet déjà de prendre la mesure. Alors là, on est à l'échelle du Congo. Hein, je n'ai pas les données sur les importations de la province de Léopoldville. D'accord, ce qui serait. Donc là, toutes les données que vous avez ici, il ne faut pas les comparer avec ce que vous avez vu avant, parce qu'en fait, ça, c'est pour l'intégralité du Congo. Mais ce qui est intéressant dans ces données d'importation au Congo des viandes abattues, produits laitiers, préparation de viande, vous voyez, on a les exportateurs, les pays exportateurs, et en fait, on peut déjà supposer à partir de ces exportateurs que certains de ces flux sont destinés plus particulièrement à la province de Léopoldville. Je vous donne un exemple. Dans les viandes abattues, par exemple, les 17% de l'Afrique équatoriale, ils sont avec grande probabilité destinés à la province de Léopoldville, parce que je vous l'ai dit, par exemple, le Katanga, qui est l'autre région productrice, l'autre région consommatrice, a son filon rhodésien qui lui est beaucoup plus actif. En fait, ici, on peut quand même supposer qu'un certain nombre de ces flux sont particulièrement destinés à la province de Léopoldville. De la même manière, par exemple, dans les produits laitiers, vous en avez une partie importante qui vient du Tanganyika, qui est possiblement, donc la Tanzanie actuelle, qui est possiblement plutôt à destination des marchés de l'Est congolais, tandis que les importations des Pays-Bas et de la Belgique pourraient l'être davantage à destination de la partie ouest, donc de la province de Léopoldville. Alors, ce tableau, il montre notamment l'importance de l'attractivité des produits laitiers dans les importations congolaises. Et c'est quelque chose qui est intéressant à analyser parce que dans les données, dans les articles qui ont été écrits jusqu'à aujourd'hui sur la production de lait, celle-ci est très souvent présentée comme introduite pour des raisons humanitaires au travers de projets portés par le Foréami ou l'UNICEF à destination des régions identifiées comme plus pauvres, touchées par la malnutrition, comme le Kwango, qui fait partie de la province de Léopoldville. Et donc, Samuel Boguet, par exemple, dans son article sur les exportations de lait, montrait que
environ 500 tonnes de lait avaient été exportées vers le Congo en 1952 au travers de cette première campagne de lutte contre les déficiences nutritives. Or, ici, si vous reportez, voilà, on est quelques années plus tard, en 1955, si vous vous reportez aux quantités de produits laitiers qui sont importés, donc 6500 tonnes en 1955, on est sur des proportions qui sont beaucoup plus importantes que les 500 tonnes qu'il évoque. Alors évidemment, à nouveau, encore une fois, c'est pour l'intégralité du Congo, d'accord, mais en fait, l'intégralité du Congo, la production, la consommation, elle est très certainement à destination des centres urbains. Et les grands centres urbains, c'est Léopoldville et Elisabeth. Après, il y en a d'autres évidemment, mais on peut ici y voir quand même la possibilité que ces importations laitières, elles ne soient donc pas uniquement destinées à ces programmes de malnutrition, mais qu'elles soient aussi en fait amenées dans des circuits marchands pour satisfaire une consommation locale. Alors, ce qu'on voit aussi, et ce que vous soupçonniez déjà sans doute avant, notamment dans la carte que je vous ai montrée des lieux d'exportation de produits bovins, c'est qu'il y a des formes aussi de spécialisation des espaces productifs. Donc là, c'est un tableau sur 3 colonnes, hein, mais c'est le même tableau avec produit, provenance et volume, qui est un peu long. Voilà, vous avez un détail très fin des types de produits d'origine animale qui sont importés pour le Congo, à nouveau, Congo ici et Rwanda-Burundi, même si pour ce qui est de la viande, on peut se dire pareillement qu'elle est plutôt importée pour le Congo, étant donné que le Rwanda est un important producteur de viande, en fait un important espace de pastoralisme. Et là, c'est pareil. Alors, vous voyez, hein, je ne veux pas vendre non plus ce que mon sujet n'est pas, c'est-à-dire que la consommation bovine de produits animaux reste toujours bien inférieure à la consommation de produits de poissons. Hein, vous voyez la différence entre les 1275 tonnes de viande et les 23 754 tonnes de poissons. La consommation de poissons restera au travers de toute la période et jusqu'à maintenant bien plus conséquente, enfin voilà, infiniment plus conséquente, même si ce qui est intéressant ici à comparer, c'est cette proportion des 1275 tonnes de viande qui est à destination du Congo et qui va subvenir donc sous la forme de viande transformée essentiellement, de viande séchée, de viande transformée, en plus de la production locale et de la production importée sous la forme de viande fraîche. Voilà, alors on pourrait aussi comparer ça avec les consommations annuelles de conserves en Belgique ou avec la production annuelle hollandaise. Hein, bien sûr, ce sont des chiffres qui sont tout à fait très très petits. En Belgique, à la même époque, si vous voulez, il y a une consommation annuelle de 32 561 tonnes en 1938 et 41 000 tonnes en 1953 par rapport aux 1200 tonnes. D'accord, 41 000 tonnes par rapport aux 1200 tonnes pour la Belgique à la même époque que pour le Congo. Donc ça vous donne aussi une échelle des différences. Cela dit, ce qui est important, c'est que même si cette quantité de viande est beaucoup moins importante, elle est en fait plus significative par rapport à la quantité de viande disponible au Congo. Donc en fait, la Belgique quand même, et les fournisseurs de viande sont, même si c'est négligeable pour les producteurs, cette quantité exportée, pour l'importateur congolais, c'est une proportion importante dans les consommations globales. J'espère que je... Voilà. Surtout, ces consommations à destination du Congo, elles vont aussi se diversifier sous la forme de nouveaux produits, comme c'est le cas ici de cette trace d'une importation importante dans les années 1956 et 1957
d'importation de tripes, en fait, de panses de bœuf belges qui sont exportées par le boucher William Danso vers le marché de Léopoldville. Ici, il envisage, enfin, dans le rapport qu'en fait la direction du ministère de l'Agriculture, on serait ici bientôt, avec la perspective, alors bientôt, hein, ça n'a pas été réalisé, de plus de 200 tonnes par mois d'importation de tripes qui seraient destinées très spécifiquement au marché africain. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au travers de ces importations, eh bien, il y a une différenciation des produits et de l'accessibilité des prix qui sont offerts aux consommateurs qui vont se mettre en place. Et vous vous rappelez les prix de la viande tout à l'heure que je vous ai montré à la même époque, on était sur entre 120 et 85 francs le kilo. Ici, on est à 15 francs le kilo au détail pour les tripes. Donc, vous voyez qu'en fait, il se met en place aussi toute une échelle très différenciée de prix pour ces produits bovins qui est liée en fait à cette distinction des qualités, des formes de préparation de ce produit bovin. Voilà. Alors, en conclusion, donc, les consommations alimentaires congolaises sont finalement visibilisées dans le cadre de la compétition économique internationale. Cela est aussi permis par cette différenciation des marchés de consommation de produits animaux, des conserves, des tripes et du lait. Voilà, autant de une gamme de produits qui se mettent en place qui viennent assurer l'approvisionnement de Léopoldville. Un approvisionnement dont je vous ai montré qu'il est à la fois, je vous avais déjà montré qu'il était local, mais qu'il est en fait aussi surtout régional et international. Et en fait, ce qu'on peut aussi distinguer, c'est qu'il y a un phénomène très similaire à ce qui se passe aujourd'hui, déjà à Léopoldville dans les années 50, mais même peut-être dans les années 30, c'est que les produits importés sont aussi des produits moins chers et que le recours à cette diversification des approvisionnements est aussi un moyen de garantir un meilleur, enfin voilà, un accès plus large, socialement plus large à des marchandises bovines. Voilà. Alors, ce qui va caractériser aussi, et là je vais être plus court, c'est vrai que c'est une partie qui me reste totalement à investir et sur laquelle je travaille actuellement avec les fonds d'archives de l'entreprise Profrigo. C'est que ces marchés alimentaires vont en fait être l'objet de, voilà, de tout un marché d'opportunités pour les entrepreneurs, aussi bien des entrepreneurs belges ou européens ou internationaux que des entrepreneurs africains d'ailleurs, puisqu'il me semble que dans cette multiplicité des produits qui sont commercialisés, des filières d'approvisionnement, il y a aussi beaucoup de place pour des commerçants locaux. Toutefois, ce qui est important, alors oui, j'avais inversé, pardon, c'est un A, hein, c'est la prééminence des grandes sociétés commerciales dans le développement du commerce alimentaire. Alors, toutefois, ce qui est notable dans ce commerce d'importation, c'est que c'est un commerce qui va, de manière privilégiée, favoriser les grandes entreprises, ou en tout cas celles qui ont un capital important. Pourquoi? Parce que l'importation, c'est un business où vous faites des avances sur ce que vous vendez. C'est-à-dire que vous payez des droits de douane à Anvers, au port d'Anvers, au moment où votre marchandise quitte. Elle va mettre 50 jours pour arriver à destination et vous recevez le fruit de votre deal, de votre business, 60, 70 jours, 2 mois, 3 mois après. Donc en fait, c'est un système de crédit quelque part, quand vous êtes importateur, qui va favoriser des entreprises qui ont des capacités financières, qui ont des soutiens bancaires importants, qui vont être capables de faire ces avances-là. Donc ça, c'est une caractéristique principale. Et puis, il y a aussi un autre facteur de cette monopolisation par des grandes sociétés commerciales, c'est que certaines qui ont des intérêts dans, par exemple, le transport des produits bovins vont bientôt en fait acquérir d'autres sociétés pour maîtriser des filières entières d'approvisionnement bovine. L'exemple de Profrigo, qui est à l'origine un transporteur de frais frigorifiés,
frigorifique et qui va bientôt acquérir l'île de Mateba, dont on a vu au début, enfin, voilà, d'importantes fermes bovines, mais aussi des charcuteries, enfin, voilà, qui a un business, les boulangeries d'Amso, voilà, Profrigo et Damso vont aussi avoir des intérêts en commun dans les années 60, qui sont, voilà, qui couvrent l'intégralité d'une filière et qui vont être très présents dans la ville de Léopoldville. Et puis, il y a aussi un aspect qui fait que ce business, il est réservé à des grandes entreprises, c'est qu'en fait, une partie de ce business repose aussi sur voilà, l'usage de certaines technologies, par exemple de conservation, de transformation de la viande, qui imposent voilà, un processus d'industrialisation, etc. Donc ça explique pourquoi ce commerce-là va être un peu monopolisé par ces entreprises qui ont une tendance voilà, à devenir de plus en plus grosses, pendant que, mais qui vont aussi savoir alors se saisir des opportunités dont je pense pour l'instant qu'on en a peu, enfin voilà, que les archives les rendent peu visibles, et je crois que là, enfin voilà, là j'ai encore un gros travail à faire sur le développement de ce que j'appelle ces commerces d'opportunités. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les importations sont de plus en plus surveillées par le contrôle des lieux d'origine, la création des estampilles, les licences qui sont données. Mais en fait, il y a aussi toute une catégorie de produits qui échappent à ce contrôle. Et c'est le cas, par exemple, de la viande en boîte, puisque en dessous d'un certain poids, elle ne va pas être contrôlée. Et puis surtout, et même en termes de prix, elle n'est pas contrôlée puisque le législateur considère à ce moment-là que les prix de revient du corned beef sont tellement variables que pour ne pas léser les exportateurs, enfin les importateurs de viande, on ne peut pas fixer de prix maximal. Donc il y a aussi, enfin voilà, il y a certaines catégories de produits qui arrivent sur les marchés congolais avec beaucoup moins de contrôle que d'autres. Et ce qui m'intéresserait aussi à terme, c'est de développer le. Enfin, voilà, ça c'est un premier. Deuxième pardon avant ça, c'est que dans certaines sources, on a aussi mention de techniques de commercialisation des produits bovins qui n'apparaissent pas ailleurs. Par exemple, dans ce livre d'Emmanuel Capel, assez connu des gens qui travaillent sur Léopoldville, vous avez la mention de coopératives de commerçants africains à Léopoldville qui achètent de la viande bovine pour la disséminer en petite quantité à des bouchers locaux. Chose qui n'apparaît absolument pas dans les rapports de l'administration. C'est intéressant parce qu'Emmanuel Capel, il est administrateur de la ville de Léopoldville. Voilà. Donc, il y a comme ça parfois des mentions un peu furtives d'autres voies de commercialisation qui n'apparaissent pas dans les rapports administratifs. Et puis, il y a un autre facteur important, enfin, une autre voie de commercialisation qui est assez peu visible pour l'instant dans les archives, mais qui doit vraiment être, sur laquelle il faut qu'on travaille davantage, c'est la question des importations angolaises et congolaises, de l'autre Congo-Brazzaville, puisqu'effectivement, ce sont des frontières très poreuses, et que si on a quelques traces de transport de bétail, notamment de l'Angola vers le Congo, on peut imaginer qu'en fait, il y a eu aussi voilà, une transaction commerciale qui se passe le long de cette frontière, qui puisse aussi amener à disposition des consommateurs une quantité de produits difficilement appréhendable ici. Voilà, donc ça, c'est aussi ce qui fait que ce que j'ai déjà essayé de vous montrer comme cette diversification de l'accès à des produits bovins, etc., en fait, c'est sans doute encore une image minimale de ce qui se passe, parce que je pense qu'au travers voilà, de ces autres pistes de travail, il y a encore voilà, toute une autre catégorie encore d'approvisionnement, de types de produits qu'on pourrait retrouver par là. Mais à nouveau, et pour terminer, ce qui est aussi intéressant, c'est que même si l'administration a toujours des difficultés à considérer les consommations africaines, en revanche, les entreprises
dont je vous ai parlé, elle développe une forme d'expertise des consommateurs africains qui est sensible ici dans cette citation, qui est issue d'une commission économique interministérielle. Et voilà, c'est pas la seule, hein, j'ai d'autres traces à un niveau macroéconomique d'entrepreneurs qui, en fait, ont acquis enfin, voilà, dans leur commerce avec le Congo une certaine expertise des pratiques de consommation locale et qui ici donnent des conseils sur comment commercialiser vers le Congo. Et là, bah, ils font le constat que les Congolais sont des consommateurs exigeants, qu'ils vont regarder par exemple le contenant, la qualité du contenant, de faire attention donc à avoir une bonne qualité d'empaquetage, qui sont sensibles à la publicité, à la question des marques, peut-être à la notoriété aussi de certaines entreprises sur d'autres, et puis qu'au niveau gustatif et alimentaire, ils ont des goûts aussi assez déterminés sur des produits de viande qu'ils consomment et d'autres qu'ils ne consomment pas. Et ça, j'en ai pas trop parlé ici, mais il y a aussi sans doute une histoire à faire des tentatives d'importation ratées. C'est que je pense que voilà, certaines de ces entreprises se trompent, importent des choses qui ne rencontrent aucun succès, hein, comme sur les marchés de textiles est-africains au 19e siècle. De la même manière, vous avez des entrepreneurs qui se lancent parfois dans des, dans des, dans des aventures qui ne fonctionnent pas, notamment parce que les consommateurs ont une idée assez précise de ce qu'ils souhaitent et la méconnaissance de ces consommations locales est à l'origine de certaines rencontres. Alors, pour conclure sur cette partie, donc, au travers de cette voilà, élargissement de l'approvisionnement vers Léopoldville, se manifestent donc des acteurs commerciaux au capital européen qui acquièrent une place prépondérante et qui vont notamment voilà, se lancer dans ce marché d'opportunités à la fois par, comme on l'a vu sur l'exemple des tripes, mais voilà, c'est pas le seul, un autre entrepreneur important qui s'appelle Van Gisel, qui est à la tête d'une entreprise, Pharma Congo, va essayer comme ça de considérablement altérer les prix de la viande à Léopoldville en faisant venir des cargaisons par des moyens peu. Donc, il y a vraiment un marché d'opportunités qui s'ouvre là, dans lequel ces entreprises essayent de répondre aux consommateurs, de créer des marchés de consommation. Et c'est aussi à ce moment-là que se crée du coup une expertise entrepreneuriale sur les consommateurs. Et ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est l'occurrence de cette forme d'expertise, de ces tentatives, par rapport à l'immobilisme administratif à la même époque, qui toujours a une forme, voilà, vraiment cette consommation africaine n'existe pas jusqu'au bout, dans les, au-delà de subvenir au minimum vitaux, quoi, par l'approvisionnement des produits réquisitionnés dans les campagnes. Là, dans les archives qui nous mettent en contact avec ces entrepreneurs, ces sociétés de commerce, on a vraiment une autre vision qui s'installe. Et donc, pour revenir, enfin, une conclusion générale, pour montrer, enfin, pour revenir un peu faire une synthèse de ce que j'ai essayé de faire, montrer comment les logiques d'acteurs à l'origine de la production chiffrée influencent ce qu'on peut voir ou non de cette consommation. Et ici, voilà, j'ai essayé de jouer sur cette différence entre un secteur vétérinaire très lié à l'administration, à la préservation des intérêts agricoles, que j'oppose finalement à celui des services économiques métropolitains qui, dans les années 50, sont un peu forcés, en tout cas, de visibiliser cette consommation africaine pour pouvoir lutter contre la compétition internationale. Au travers de ça, ce qui me semble qu'on peut voir, c'est l'idée, enfin, c'est peut-être voilà, une notion de demande africaine qui est liée à une histoire de la consommation. Et je pense que voilà, cette question de la demande, de comment est-ce qu'on peut restituer des comportements économiques locaux, même dans les statistiques globales, elle est importante.
il me semble qu'on peut déjà voir aussi des formes de stratification sociale qui s'opèrent au travers de l'accès à ces produits, hein, ce qu'on pourrait faire aussi pour d'autres produits textiles, etc. Mais voilà, une différence de qualité et mode de préparation de la viande qui viennent subvenir des besoins différents, socialement différenciés des consommateurs. Et comme je l'ai dit, ce qui permet aussi, ces importations permettent aussi notamment de subvenir à des produits de moindre qualité, mais aussi beaucoup moins chers que les productions locales. Voilà, tout ça soutenu par des entreprises qui prennent un caractère un peu monopolistique à partir des années 50. Je vous avais donné l'exemple de William Damso, mais parce que celui-ci voilà, va acquérir une place très importante sous Mobutu. Voilà, il est mort en 2021. Mais en fait, il a, il a continué, au-delà de la colonisation, à avoir un rôle économique très important parmi les élites congolaises pour l'approvisionnement alimentaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation alors, franchement très intéressante et qui correspond complètement à la thématique. Enfin, merci d'avoir fait le lien entre justement le chiffre, les chiffres, hein, et puis le contrôle, et puis cette consommation cette consommation. Alors, je vais peut-être mettre ma caméra, je sais pas, oui. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si vous avez des questions, moi j'en ai, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions à distance? Vous mettez votre micro, peut-être branchez le micro, et puis vous avez des questions? Emmanuel, je vois que tu. Bon, donc Emmanuel, après il y aura Violette, et puis pour le moment, voilà, deux participants. Vas-y, Emmanuel, tu veux entendre? Bon, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment tout à fait passionnante et qui effectivement faisait émerger la demande et les pratiques africaines, même si le point de vue était macro et qu'elles sont très difficiles à entrevoir et qui a ouvert en plus énormément de pistes. Alors, j'ai une question, mais alors c'est bon, la partie suivante sur les pratiques des consommateurs africains, mais quelles sont les formes d'alimentation développées par les entreprises? Parce que dans le document que tu nous as présenté, je ne sais plus de quelle entreprise il s'agissait, qui disait en fait quels étaient les éléments constituant la ration. Il y avait par exemple marqué café sucré à volonté. Et du coup, je me suis demandé si c'était des formes d'alimentation collective, enfin ce qu'on peut savoir de ça. Et autre question qui m'est venue à la fin, alors j'en ai d'autres, mais je vais pas toutes les poser. Est-ce qu'on peut faire une histoire de la publicité? Parce que ça ouvre des perspectives extrêmement intéressantes là aussi. Vraiment. Oui, 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 peut-être. Vraiment. Ok. Alors, sur la question des formes d'alimentation à l'intérieur des entreprises, moi, j'aimerais beaucoup explorer un peu plus cette question. Je pense qu'il y a il y a un phénomène qui a été pas très bien, enfin, peut-être qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus, c'est que très souvent, ces rations, alors, ces rations, c'est un instrument de contrôle des travailleurs, de leur nutrition. Par exemple, il y a des entreprises qui vont préparer les rations, qui vont offrir des repas déjà préparés pour éviter que les gens ne vendent leurs rations et pour s'assurer que du coup, les travailleurs ingurgitent la bonne quantité de nutriments, etc. Mais il y en a d'autres qui distribuent les rations voilà, en produits une fois par semaine. Il y a un rapport comme ça très détaillé de l'Union minière qui, enfin, voilà, c'est aussi les travaux sur l'Union minière, les Gibson, et tout montre ça, c'est que les femmes, les travailleurs viennent une fois par semaine récupérer l'équivalent de la ration hebdomadaire, ce qui peut en fait donner lieu à voilà, une revente aussi derrière. Enfin, je pense à tout un commerce autour de ces rations qui serait hyper intéressant à mettre en valeur. Et après, vous posez la question sur voilà, les types de produits. Euh, il y en a qui sont... Enfin, c'est vrai que certains de ces produits sont connotés très positivement et le simple fait d'y avoir accès,
serait considéré presque comme un encouragement à rentrer dans le travail salarié. Donc ici, on a parlé du thé, du sucre, de la viande aussi. Et ben, Jane Gaillard, dans son travail sur le Cameroun, elle explique que les rations, c'est aussi ce qui va permettre une meilleure nutrition des travailleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les rations sont supprimées, alors au Congo en 58, mais elle parle du Kenya, elle parle d'autres pays, en fait, la proportion de la nourriture dans les budgets des ménages devient tellement importante, 60 à 80% du budget des ménages, qu'il y a une détérioration des conditions d'alimentation. Donc, elle dit quelque part, ces rations, enfin, voilà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas la vision qu'il y a dans le reste de l'historiographie qu'on peut trouver chez Nemdal Medaptopar, enfin, voilà, qui est plutôt comme un contrôle. En fait, il y a aussi quelque part, au travers de, comme au Congo belge, et c'est sans doute très différent de ce qui se passe, j'en parlais avec Baptiste Mollard et tout, en Algérie, etc. Mais la ration, c'est quand même un élément d'attractivité important. Voilà. Lui, Baptiste Mollard, il expliquait que sur les chantiers algériens, la ration, c'est du couscous, quoi. C'est de la semoule. C'est un truc hyper basique où il y a beaucoup moins cette idée de nutrition qui est mise en avant, etc. Et une histoire de la publicité, très certainement. Euh, Absolument. Et alors là, on peut imaginer plein de choses. Euh, bon, alors là, Monique Pouillard aussi, qui, je pense, a peut-être des choses à dire et qu'il faudrait que je discute. Mais on peut imaginer une histoire visuelle de la ville de Léopoldville au travers des archives. Voilà, il y a des travaux sur la Zambie extraordinaires. On voit comment ces publicités étaient marquées sur les murs. Donc, retrouver des archives visuelles de Léopoldville, ça serait une manière de faire cette histoire de la publicité. Les journaux, évidemment, il y a plein de journaux à Tervuren que j'ai pas encore consultés, mais voilà, je vais le faire. Et, euh, et après, un rêve secret, c'est que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a aussi des entrepreneurs qui ont fait de la publicité. Enfin, j'avais rencontré un entrepreneur français qui a fait de la publicité télévisuelle pendant des décennies et qui a voilà, des cassettes VHS. Et ça, je ne sais pas si ça existe pour le Congo, mais en fait, pourquoi pas? Enfin, voilà, il faut trouver des entrepreneurs qui ont une partie liée à ce genre de. Voilà. Merci. Merci. Donc, je crois que Violette avait une question. Oui, merci beaucoup. Comme c'était très riche, j'ai aussi plein de questions. Donc, merci beaucoup pour l'exposé. Je vais me limiter à deux grosses questions, enfin, dans lesquelles j'ai mis à peu près tout ce que j'avais à toutes mes autres questions. Alors, la première, c'est sur l'économie bovine au sens large. Donc, l'exposé est vraiment centré sur la viande et je me demandais si tu planifiais d'étendre cette chaîne de consommation et d'offres au-delà, notamment avec la question de l'importation des bovins eux-mêmes et de l'élevage sur place que tu as évoqué. Tu as mentionné des difficultés, notamment liées à la mouche tsetse. Et donc, je me demande dans quelle mesure les échecs de l'élevage n'expliquent pas aussi le développement des imports. Tu évoques aussi une diminution, la question des imports à moindre coût, mais est-ce que ce moindre coût est lié juste aux parties importées ou aussi à des questions environnementales et au fait que l'élevage dans cette région-là du Congo est extrêmement compliqué et nécessite des moyens extrêmement importants, notamment en termes de vaccination. Voilà, donc je me demande si tu envisages d'intégrer aussi finalement l'économie animale à ces questions-là de consommation et d'importation. Et puis ma deuxième question, elle porte plus sur les modes de consommation. Donc voilà, d'après ce que j'ai compris, ces nouveaux modes, ces nouveaux produits alimentaires sont en quelque sorte agissent comme un cheval de Troie par le biais des rations avant peut-être de s'étendre et peut-être de se généraliser. Et là, j'aimerais savoir si tu as des sources sur les tensions afférentes, parce que travaillant voilà, sur la chasse, le braconnage, etc., on parle souvent de cette imposition des rations alimentaires, l'imposition de la consommation d'animaux domestiques et des tensions qui sont générées avec cette volonté de contrôler, de réguler, d'interdire la chasse. Est-ce que à travers tes sources, tu perçois ces tensions-là et les difficultés d'adoption de ces nouveaux modes alimentaires? Merci beaucoup.
Euh, Merci beaucoup. Euh, alors, pour la première question, en fait, c'est vrai que on a fait une division du travail dans ce projet ERC et autant moi je travaille vraiment sur la partie commercialisation, c'est-à-dire dès finalement le transport des bovins, la voie ferrée jusqu'à leur lieu final de consommation, jusqu'à même la transformation alimentaire, la cuisine, voilà, c'est en projet. En revanche, il y a une personne dans ce projet qui s'appelle Hélène Bernard qui, elle, travaille sur les fermes du Katanga qui sont développées dans le Katanga. Et Kazaraki, qui elle travaille sur les pratiques vétérinaires, sur la lutte contre la trypanosomiase. Et c'est vrai que ensemble, le but de ce projet, ça serait ensemble de réussir à avoir une appréhension un peu globale de ce qui est à l'origine de cette, voilà, on utilise dans ce projet le terme de commodification de la viande, mais en fait toute la chaîne qui va de l'importation de ces bœufs à leur élevage, à leurs soins, jusqu'à leur lieu de consommation finale, pour se rendre compte voilà, des différents facteurs. Et vous avez introduit l'importance évidemment des conditions écologiques qui sont à l'origine du coût important de ces élevages, des conditions, en fait, créer les conditions environnementales dans le paysage pour l'élevage bovin, c'est quelque chose, surtout quand il y a d'autres animaux prédateurs des bovins. Donc il faut clôturer, il faut créer des herbages, il faut apporter des nutriments supplémentaires. Enfin voilà, il y a tout un. Et ça, Hélène est vraiment là-dessus. Donc on espère que ça pourra voilà, se parler ensemble à un moment. Et sur la question des modes de consommation, alors, pour l'instant, j'ai très peu de choses en fait sur la question de l'imposition de nouvelles formes de consommation. Je pense que j'ai pas du tout regardé les bonnes sources pour ça. Et, et donc, c'était un peu. Voilà. D'abord, je pense qu'il y a un gros travail d'archives, enfin de sources orales que je voulais entreprendre, que je vais essayer d'entreprendre prochainement, et de travailler aussi avec des sources judiciaires sur les sources judiciaires commerciales, notamment sur tous les enjeux de transactions au niveau local, dans la rue, entre voilà, les revendeurs, les vendeurs. C'est vrai que de mon point de vue, pour l'instant, comme je le disais avec Jamia et tout, en fait, moi, je vois plutôt voilà, une appétence pour ça et un désir pour ces nouvelles formes de consommation plutôt que justement des résistances. Et je pense, voilà, bah, merci d'ouvrir cette voie parce que je pense qu'il faut que je sois très attentive à ça. Et on m'a dit, effectivement, bah, voilà, je pense qu'envisager la viande bovine sans envisager le reste des animaux consommés, et du coup, la relativité voilà, de certains, les usages spécifiques de la viande bovine par rapport à la viande de chèvre, à la viande de chasse est une partie importante de ce projet, quoi, pour pas tomber complètement à côté. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres questions à distance? Non, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je rappelle que le séminaire et le PowerPoint sont enregistrés hein, sur le blog Chiffre Empire parce que j'ai eu une demande, est-ce que je peux moi-même enregistrer individuellement? Mais si vous allez sur le blog Chiffre Empire, enfin sur le carnet hypothèse, vous trouvez tout, donc c'est pas la peine que tout le monde enregistre. Enfin, bon, après, il y a une question aussi de propriété. Bon, voilà. Alors, vous avez une question là? Non. Alors moi j'en avais bon j'en ai plusieurs mais je vais évidemment pas monopoliser la parole. Est-ce que il est envisagé, ça c'est tu viens d'évoquer des choses qui m'y font penser. Est-ce que ce développement de l'élevage est envisagé comme une complémentarité ou comme une nouvelle ressource finalement pour développer l'agriculture? Est-ce qu'il y a complémentarité ou pas du tout? Le fait que ce soit de très grandes sociétés, pas très bien, enfin j'ai vraiment très bien compris pourquoi c'était des grandes sociétés, problèmes de trésorerie, etc. Mais du coup, on a l'impression, et c'est un petit peu curieux, que c'est complètement coupé de l'agriculture, vivrière ou pas vivrière hein, d'ailleurs. Bon, ça c'est une question. Il y avait une petite,
dans une des diapos, au moment où tu parlais des usages des techniques de conservation avancées, à côté, il y avait écrit affaire Van Gisel, Gysel. Bon, est-ce que tu peux en dire 2 mots? Parce que moi, je me suis demandé justement quelle était l'efficacité ou l'inefficacité de ces. Est-ce qu'il y a des grands scandales? Nous, on connaît en France la viande bovine. Bon, évidemment, c'est complètement un autre contexte, mais visiblement, ces marchés de la viande ne sont pas tellement contrôlés, malgré tout, en particulier le gibier, la chasse. Bon, ben, est-ce que dans une ville comme Léopoldville, ça se voit? Est-ce qu'il y a des problèmes à un moment je sais pas, de problèmes de maladie, enfin ce genre de choses? Voilà, est-ce que tu as écho de ça? Parce que la presse, là, pour être mobilisée, enfin, alors, et puis qu'est-ce que je voulais. Enfin, bon, en gros, voilà mes 2 premières questions, hein, dans l'immédiat. Oui, puis est-ce qu'on peut chiffrer finalement la complémentarité, ou évaluer la complémentarité des activités de chasse, finalement, ce gibier-là? Quelles sont les voies de commercialisation ne sont sans doute pas du tout les mêmes, bien sûr, hein, et comment est-ce que tu as réussi à voir comment c'était vendu? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu officiel ou pas? Et voilà, parce que je pense pas qu'on chasse beaucoup à Léopoldville. Donc ça veut dire là qu'il y a aussi, avec un hinterland derrière, hein, voilà. Bon, ces circuits, est-ce que tu as pu les reconstituer et est-ce que ça aurait un intérêt finalement? Voilà. Merci pour ces questions. Alors, c'est vrai que beaucoup de ces fermes bovines sont en fait liées à des plantations. Donc, Vendée Cœur, par exemple, possède aussi des plantations. Alors, je ne sais pas quelle nature précisément, mais en fait, très souvent, il y a une complémentarité parce que les viandes sont aussi nourries avec les déchets végétaux des plantations. Donc, par exemple, et qui servent comme forme nutritive complémentaire. Donc, effectivement, il y a des élevages. C'est pour ça que partout, les compagnies euh, agricoles ont en fait très souvent des tout petits élevages pour nourrir leur main-d'œuvre, mais aussi parce que ça permet voilà, de nettoyer quelque part certaines plantations. Et puis celles qui vont le développer de manière plus importante ont aussi, enfin voilà, sont aussi attachées à l'eau. Donc, je pense que c'est voilà, je ne sais pas si c'est spécifique à la province de Léopoldville, par exemple les activités, parce que dans le Katanga, il y a des exploitations bovines qui sont très très liées sur le bovin, enfin vraiment très axées, etc., avec des grosses entreprises comme Elacat. Voilà, je sais pas si et ça serait vraiment intéressant d'en savoir plus là-dessus. Euh, oui, bien sûr, il y a voilà, cette viande, la question du contrôle de la viande, la question des avaries. Alors, moi, je trouve des traces, notamment dans les archives judiciaires. Tout au début du XXe siècle, comme ça, j'ai trouvé des archives judiciaires sur des commerçants européens qui sont mis en procès pour avoir mis sur le marché de la viande avariée. Mais sans doute à destination d'autres Européens, c'est pour ça que ça passe en justice. En revanche, dans les années 50, j'ai trouvé un cas comme ça de viande avariée qui a été mise par le vétérinaire sur le marché indigène, c'est-à-dire qu'en constatant que la viande arrivée du Tchad était pourrie, il l'a simplement réorientée vers les marchés indigènes. Et ça passe, ça fait quand même, il y a une affaire. Enfin, voilà, ça passe pas complètement sous les radars. Il y a un rapport dessus auquel il n'est pas donné suite, mais que j'ai pu consulter. Donc, ça arrive et en fait, voilà, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus qui mérite d'être explicité, quoi. Enfin, voilà. Et sinon, j'étais très surprise parce que il y a les méthodes de contrôle de la viande avariée sont mises au point très tardivement. Donc, par exemple, l'abattoir de Léopoldville, en fait, on se demande comment ils contrôlent la viande parce que dans le bulletin agricole du Congo belge, il y a un rapport, mais qui date des années 50, sur comment contrôler la viande et quels sont les signes de viande contaminée par telle et telle maladie. Mais c'est hyper tard, en fait, par rapport à... Voilà. Et je pense que là, il y a aussi une histoire à faire avec la métropole, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une histoire sur la question du contrôle alimentaire que j'aimerais bien regarder vraiment en parallèle avec ce qui se passe voilà, en Belgique, en France. Enfin,
c'est toute la mise en place au même moment de ce que c'est qu'un contrôle sanitaire, enfin, une certaine exigence de l'État. Voilà. Et il y a notamment des archives d'un service de l'inspection des viandes en Belgique, dont l'inventaire est en néerlandais, mais voilà, je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'aille le voir. C'est précoce en Belgique, hein, c'est début 20e. Ok. Et oui, il y a vraiment un développement. Oui, Et la France aussi. Hein, enfin, ok. enfin, bon, alors après, entre la loi, les textes et puis la mise en place d'un service de contrôle, enfin, Oui. qui contrôle, Oui. il peut y avoir, mais c'est précoce. Ok. Et c'est destiné en France aussi, bon, début 20e, c'est destiné en particulier à lutter contre bon, pour la France, les vins frauduleux, parce qu'en 1907, etc. Donc voilà, il y a aussi ça, les vins pas frauduleux, frelatés, sucrés. Mais est-ce que les conditions sont particulières pour l'exportation? C'est-à-dire, est-ce que ce qui est à destination, il y a tout Donc, il y a une affaire comme ça, une histoire avec Damso, par exemple, son exportation de tripes depuis la Belgique, elle est interrompue parce que la Belgique interdit l'exportation de panses de bœuf non nettoyées parce qu'elles sont possiblement porteuses de bactéries. Voilà. Et alors que les administrateurs au Congo disent non, 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 on accepte les panses de bœuf non nettoyées, le gouvernement belge met un arrêt aux exportations parce que ça ne respecte pas ces. Ouais. Ouais, une question intéressante sur ces normes sanitaires. Et chiffrer la complémentarité des activités de chasse, alors j'en ai aucune idée pour l'instant, et je pense que ça, c'est un travail conjoint à faire. Il y a un doctorant qui s'appelle Étienne Gontard qui vient de commencer un travail depuis plus de temps que moi en fait, dans le sein de l'ERC for Agency avec Benoît Henriette qui travaille vraiment là-dessus, sur la question de l'approvisionnement dans l'environnement. Et donc, voilà, je pense qu'à terme, si on arrive à travailler ensemble, on serait peut-être plus efficace. Voilà. Parce que c'est vraiment un gros point noir dans notre projet qui est très partiel en fait dans son appréhension des consommations parce que il survisibilise ce qui passe par les consommations de la sphère marchande au dépend de ce qui reste encore une partie importante des consommations qui sont plutôt d'origine soit des échanges, soit de la consommation très locale, de l'approvisionnement familial. Voilà. Les activités de braconnage et tout ça. Enfin, bon. Voilà. J'avais une question. Je veux pas. Et les poulets, c'est dans des tableaux parce que est-ce que ça marche pas dans ces territoires-là? Est-ce que les poulets, c'est parce tu parles bœuf, mais finalement l'apport en protéines des œufs, par exemple, n'est pas négligeable du tout. Alors est-ce qu'il y a eu des tentatives d'introduction? Parce que ça, c'est assez compatible avec une vie en ville, le poulet, contrairement à la vache, a priori. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que dans une histoire plus locale des consommations, il y a vraiment quelque chose à faire sur en fait quel est l'environnement aussi, quels sont l'environnement urbain et si on est effectivement avec une présence d'animaux qui sont consommés, enfin voilà, les poules, c'est tout à fait, tout ça nécessite d'être mis en contexte, mais il y a les poulets, il y a des grandes fermes avicoles qui sont développées dans les années 50 et encore plus après la décolonisation. Au Congo-Brazzaville, il y a des projets, les fermes d'État basées sur le poulet. Et c'est intéressant aussi sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, quand même, les importations de viande, elles sont très importantes, elles sont assez massives. Le poulet, ça a une place, le poulet rôti, ça a quand même une place importante dans les consommations. Et donc, comprendre l'origine de ces flux sur un long XXe siècle, en lien avec il y a les dispositifs douaniers, il y a aussi des questions des entreprises qui ont saisi des opportunités pour passer des contrats avec l'État et inonder les marchés congolais de certains produits. Donc tout ça reste à restituer, quoi. Merci. Emmanuel a une question.
Oui, je voudrais poser une autre question. Tu as évoqué le fait qu'il y avait des normes qui passaient de la Belgique, avec l'histoire, par exemple, des panses de bœuf qui devaient être nettoyées. Et tu as beaucoup parlé dans ton exposé, en fait, de la pratique très ségrégée, en fait, de la consommation, avec l'histoire des boucheries qui ont leurs deux comptoirs. Est-ce que, il y a un discours sur cette ségrégation? Parce que tu nous as montré un texte aussi où on disait, bah, en fait, on peut envoyer ces parties-là de la viande, enfin, ces parties des animaux qui vont pas être mangés par les Européens vers le marché indigène. Est-ce qu'il y a un discours explicite sur la ségrégation ou bien est-ce que tout ça est non formulé et apparaît que dans des termes d'hygiène? Alors moi, pour l'instant, j'y suis pas, mais c'est vrai que enfin, j'ai pas identifié ces sources-là, mais je pense que c'est uniquement à cause de mon prisme de recherche, etc. Euh, Ce à quoi ça me fait penser, pardon, l'idée m'échappe. Oui, en fait, derrière, c'est vrai qu'il y a quand même une histoire de on dit la blanchéité, quoi. Parce que il y a, et Bérangère Piré, qui travaillait aux archives aux AGR2, elle me disait qu'il y a par exemple plein de livres de cuisine pour les colons belges sur comment préparer la carbonade et les recettes belges à partir des produits congolais ou de ce qu'on trouve sur les marchés. Et donc, c'est clair que là, il y a une histoire de la blanchéité au travers de la nourriture qui est à faire et que d'autres ont fait. Hein. Je crois que c'est, enfin, je n'ai pas les références en tête, mais je me souviens avoir comme ça déjà vu des références sur la construction en Afrique du Sud notamment. Voilà. Euh, et voilà, à un moment, il faudra que je m'intéresse à ça et que j'aille trouver les archives qui vont avec. Ouais. Parce que c'est vrai que là, bon, il y a je reste assez allusive sur la part de la consommation qui va pour les Européens et pour les Africains. Moi, mon hypothèse, c'est de dire que ça n'est pas que pour les Européens. Il y a au travers des rations une proportion importante de cette viande qui va pour les Africains. Euh, Après, il faudrait que je sois beaucoup plus précise à la fin pour pouvoir identifier ça. Ouais. Merci beaucoup. Alors malheureusement, je vais être obligée de me déconnecter parce qu'il faut que je me reconnecte sur une autre réunion en Zoom. Mais merci beaucoup, c'était vraiment extrêmement riche et extrêmement stimulant. Si alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors moi j'en ai une petite dernière pour la route là. Après ça va, sauf si vous êtes sûr. Oui. Alors, est-ce que l'argument sanitaire peut être utilisé ou pas justement pour contourner des barrières douanières ou ce genre, est-ce que tu as vu ça? Parce que là du coup, il y aurait peut-être d'autres informations bah, dans les archives douanières justement ou bon, est-ce que ça a été un argument utilisé? Euh, alors, bah moi, j'ai essayé de montrer que ça l'était quelque part ici, enfin, que derrière cette politique de licence sur des motifs sanitaires, en fait, il y a un contrôle des exportateurs. Mais à mon sens, voilà, par exemple, il y a un travail de Tadeusz Saint-Séry sur la constitution d'une industrie de transformation bovine au Tanganyika dans les années 50. L'État tanzanien s'associe avec une entreprise sud-américaine qui s'appelle Lemco pour fabriquer de la viande de bœuf en boîte. Et avec une idée qu'on va créer un marché important, qu'on va pouvoir exporter, etc. Et à la fin, une partie importante de cette exportation qui était destinée en Angleterre, l'Angleterre met des barrières sanitaires. Dit, on ne veut pas de viande africaine parce que à l'occasion d'une épidémie en Afrique de l'Est, ils disent on ne peut pas importer. Et donc, quand évidemment, il y a aussi à ce moment-là des enjeux de compétition par rapport aux productions locales ou aux productions européennes. Voilà, évident. Donc, moi, je pense que c'est sûr que c'est là. Et voilà, il faut que je. Ouais. Non, mais merci parce que ça ouvre vraiment énormément de pistes, hein, aussi bien bon, sur la publicité, même la consommation, le marché local. On est vraiment là à une échelle à la fois complètement globale, enfin, c'est dans l'URC, hein, et puis aussi une échelle très micro. Donc je trouve que ce croisement d'échelles, et puis bon, évidemment, on croise
on croise les grandes sociétés belges. Je pense qu'il y a la Société Générale derrière qui doit financer deux, trois. Enfin, bon, bref, aussi sur le plan financier, il y a peut-être des choses à voir. Alors, je ne sais pas du tout dans quel type de sources. Les sources de frigo, c'est quoi de l'entreprise là? Elles sont aussi aux archives générales ou elles sont. Oui, Oui, oui. c'est ça. Donc, Profrigo, elle fait partie du fonds Film Outre-mer. Et Et elles sont à Bruxelles. Donc, elles sont à Bruxelles ouais, et elles courent jusqu'aux années, enfin bien après l'indépendance. En fait, elles ont été déposées. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces sources ouais. d'entreprises qui, en fait, ne concernent que les rapports annuels, euh, un peu de correspondance, etc. Enfin, voilà, faut Il n'y a pas les comptabilités, non? Si, il y a Oui, il y a des oui. comptabilités. Parce que là, il doit y avoir des choses quand même, enfin, sur le paiement de, bon, je ne dis pas qu'on y trouvera les pots de vin, mais on peut trouver beaucoup de choses dans les comptabilités. Alors après, c'est un travail un peu, pas passionnant forcément, mais Mais il faudrait qu'il faut savoir lire. Ouais, qu'il ouais, faut savoir, il faudrait mettre un comptable dans ces, ouais. il faudrait vraiment qu'un comptable vienne, bon, bah ça, moi, enfin, si ça t'intéresse, moi, je peux te mettre en relation avec, enfin, un comptable ça s'appelle spécialiste de sciences de gestion, ils sont très intéressés par l'histoire. Et quand ils voient un bilan comptable, bah, ils le voient, ils savent le lire. Ouais. Alors que nous, on est incapables. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais bon, ça, ce serait peut-être pas inintéressant de voir un peu dans ces bilans, parce que là, on peut trouver un peu des couleuvres, quoi, enfin, ou pas. Donc, voilà. Bah, écoutez, du coup, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, il va falloir qu'on libère la salle, de toute façon, parce que je crois qu'il y a un séminaire ici après des résidents. Donc, merci beaucoup. Je vois que bah, Violette est à Lille. Hein, je reconnais les beaux bureaux, les beaux tableaux, enfin bref. Donc, c'est très bien. Et puis, bah, à la prochaine fois, du coup, on a une autre séance, je ne sais plus quand, mais vous avez le programme, hein, tout est sur Chiffre Empire. Et voilà, et puis surtout, merci, hein, Louise, parce que c'était vraiment très riche. Donc, je vais essayer de ne pas gaspiller cette. Ah, il y a une question là, non? C'est un peu tard discuter. Attendez, dans les 2 minutes, là. Ah non, c'est Emmanuel qui dit bonne journée. Voilà, bonne journée, Emmanuel. Et voilà. Donc, j'arrête l'enregistrement. Et puis.